La liberté a un prix. La liberté a un prix. Bon, on fait là une sorte de petite visite express, mais qui donne quand même une idée de ce qu'il y a ici et de la difficulté qu'il peut y avoir à trouver de la place qui manque de façon dramatique. 100 000 livres. 100 000, c'est le nombre presque exact de volumes contenus dans la bibliothèque personnelle d'Alain de Benoist. Pour l'anniversaire des 50 ans de la revue Éléments et des 80 du philosophe, rencontre de l'homme avec une promenade parmi ses livres des maisons du Chêne et de l'Écluse. Weder Gott noch Teufel, c'est-à-dire ni Dieu ni maître. Magnifique. Bon, c'était parfait, magnifique. Je suis fondamentalement un collectionneur. Ce qui m'intéresse, c'est de toucher le papier, de le sentir. Hein. Alors c'est dépassé, mais le Parthénon aussi c'est dépassé, le Colisée et bien d'autres choses, c'est dépassé. Une légende dit qu'Alain de Benoist possède la plus grande bibliothèque privée d'Europe, en concurrence peut-être avec l'écrivain italien Umberto Eco et son incroyable palais à Milan et quelques autres intellectuels allemands. Une autre légende prétend qu'il a lu tous ses livres et je pense même qu'il les a peut-être écrits. Voilà. En préparant un peu cette visite et cette conversation que nous avons, je me suis demandé ce que pouvait bien signifier une bibliothèque pour un intellectuel. Est-ce que c'est un bureau? Est-ce que c'est un refuge? Est-ce qu'on est dans un principe d'enracinement? C'est très variable, je crois. Il y a des intellectuels ou des écrivains qui ont de belles bibliothèques, d'autres, des bibliothèques, ça surprend, qui sont pas très importantes. Bon. Moi, c'est un cas particulier. Alors, je dirais tout de suite, d'abord, je n'ai pas lu tous les livres que j'ai, parce que ça ne serait pas possible. Et deuxièmement, que je ne sais pas si c'est la plus grande, l'une des plus grandes, c'est une grande bibliothèque. Je me souviens de Jean Caux, qui était venu dîner ici. Je lui avais montré, bien sûr, la bibliothèque. Et dans l'un de ses livres, ce qui était un recueil de nouvelles, il avait écrit La Grande Bibliothèque. Ça lui avait donné le motif d'une nouvelle dans laquelle il se moquait un peu, d'ailleurs, gentiment, de cette manie d'amasser de manière un peu compulsive des livres. Jean Caux est là, mais ça je l'ai très très bien connu. On a été liés d'une très grande amitié. Tous les livres de Jean Caux sont ici, et c'est donc lui qui a écrit cette petite nouvelle qui s'intitule La Très Grande Bibliothèque, ou La Maison Bibliothèque. Ça c'est un livre d'hôte. C'est-à-dire que les gens qui viennent ici pour la première fois écrivent quelque chose dedans. Ce sont des petits témoignages d'amitié. Il y a de tout, évidemment, et c'est un caractère très personnel. Mais il y a une page qui est quand même assez drôle. C'est un dessin de la maison. La maison, avec le sous-sol des livres, un chat, et c'est notre ami Armin Mohler, le théoricien de la révolution conservatrice allemande, qui l'avait écrit en avril 1978. Voilà, c'est un dessin qui résume bien, pour le dire de façon pédante, la problématique de la maison. Ici, c'est à la lisière de Versailles et des forêts de chênes qu'Alain nous ouvre les portes de sa maison principale, qu'il a fait construire en 1977.
On pénètre dans une résidence close, peuplée de pavillons hétéroclites blancs, avec gazon vert entretenu à la tondeuse automatique. Improbable gated community avant l'heure, au parfum étrange et désuet d'Amérique années 60. Une scène de La mariée était en noir de Truffaut y a été tournée. Alain a dessiné les plans de la demeure avec un immense sous-sol qui envahit presque clandestinement les alentours. On entre ainsi dans la réserve, la grande réserve, qui est aussi modération et retenue, une quantité brute de conservation, une plongée dans un monde enfoui, avec un savoir immense. Un grand chêne protège l'ensemble, pleinement concentré dans sa tâche d'enracinement et d'ouverture, tandis qu'avec l'autre maison normande, plus champêtre, l'écluse voisine propose retenue et distribution. Est-ce que ça change pour toi quelque chose de travailler à la campagne ou en ville? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est la géographie des bibliothèques. Ouais, parce que quand on va dans les champs, après, il n'y a plus que cette petite porte dérobée, les gens croient que c'est fini, quand on l'ouvre, ils découvrent. L'ampleur des choses. L'Association des Amis d'Alain de Benoît a entrepris un travail d'inventaire et de recensement général de ce vaste labyrinthe, repère de référence, repère de sens. L'occasion donnée de capter une vue d'ensemble, guidée par le grand organisateur des lieux. Oui, alors là c'est la grande salle principale quasiment. Alors ça c'est, oui, c'est la grande place. C'est une section ici principalement sur l'histoire allemande depuis les origines, le Moyen-Âge, la République de Weimar, Bismarck, le Troisième Reich, etc., etc., avec beaucoup de livres d'époque et de collections. Par exemple, c'est, comment dire, ce sont les livres sur les corps francs. Voilà le livre que Wener avait écrit sur les corps francs, par exemple, avec ses traductions allemandes. Et puis là, ce sont des livres du milieu des corps francs, des choses qui sont pas, oui, qui sont pas courantes, ça c'est clair. Il y a beaucoup. C'est un rhizome fou et foisonnant. Les couloirs se succèdent, le dédale s'épaissit, les voûtes s'exposent. Section A, B, C, D. Mur 1, 2, 3, 4, 15, 19. 750, 1800, 3000, 5000 volumes. Bibliothèque Wagner et Céline, polar, gauchisme, judaïsme, histoire allemande du romantisme aux guerres totales, proto-histoire européenne, linguistique, futurisme, féminisme, freudisme, fond Carl Schmitt, unique au monde, Gustave Le Bon, Louis Rougier, Heidegger, Jésus. Tout se bouscule et l'on ne trouve donc pas que de la philosophie, de l'histoire et des sciences politiques. Tout le mur qui est ici, là, c'est un mur sur la proto-histoire germanique, avec des collections très rares de revues diverses et variées. Alors, vous voyez la perspective, ça se continue par là. Oui. Le mur qui est derrière toi, là, qui est très grand, est entièrement consacré au livre de Carl Schmitt et sur Carl Schmitt. Comme j'ai établi et que je continue à établir une bibliographie de Carl Schmitt, je peux indiquer qu'il y a actuellement plus de 900 livres qui ont été consacrés à Carl Schmitt. A priori, ils sont tous là, ou presque. Et quand je m'intéresse à un auteur, je vais avoir tout ce qu'il a écrit, y compris les livres sur lui, y compris également les traductions étrangères. Parfois, ça va très loin. Si je m'intéresse à, qu'est-ce que je dirais, Drieux-La Rochelle ou Carl Schmitt, une traduction de Carl Schmitt en hébreu, en turc, en chinois, en coréen,
je vais l'acheter aussi parce que ça fait partie de la collection. Oui, c'est une bibliothèque de travail, c'est-à-dire que lorsque je suis sur un sujet, pour un article ou pour un livre, je vais prendre toute la section qui correspond et je vais commencer à travailler intensément dessus, prendre des notes, écrire dans les livres. J'écris beaucoup dans les livres, j'ai aucun respect pour le livre lui-même, je souligne, je coche, bon. Ça c'est un panneau là que j'alimente régulièrement, c'est tous les livres que j'ai écrits. Tous les livres que j'ai écrits, ou tous les livres dans lesquels j'ai écrit. Je prends aussi des volumes collectifs, avec évidemment les différentes éditions, traductions, etc. etc. Voilà. Est-ce que vous êtes allé en haut? Alors, pour que je vous montre. Est-ce que tu veux qu'on commence par le haut? Ça serait bien. Alors, non, mais moi j'y suis pas allé, mais on n'a pas encore travaillé là. Vous irez ensuite sur moi. Principalement, c'est dans cette chambre. Tout ça, c'est le socialisme, le marxisme, le libéralisme, le fédéralisme, etc., etc. Et vous avez certainement remarqué, en vous promenant dans ma bibliothèque, un autre petit détail de maniaque. C'est-à-dire que tous les livres doivent être strictement alignés sur le bord de l'étagère. Et ici, c'est le roman policier. On en casse quand même beaucoup dans une petite... Alors que de français, américain. Beaucoup de séries noires, la collection de SAS, Sherlock Holmes, Arsène Lupin, Gaston Leroux, les auteurs de polar que je lis souvent, Michael Connelly, Indrid Hasson, etc. C'est le gauchisme, extrême gauche, ultra gauche, trotskisme, maoïste, anarchiste, etc. Situationniste et compagnie. Là, c'est les romantiques allemands. Il y a beaucoup de choses qui me touchent là-dedans. Là, c'est le 19e siècle, les Clausewitz, Bismarck, les auteurs un peu fous de l'époque. Cette revue Der Deutsche Dom, la cathédrale allemande, qui date même pas, c'est du tout début du XXe siècle, ça. Tout ça, c'est évidemment peu courant. La situation des églises sous le Troisième Reich. Par là, vous avez les Ludendorffiens, les partisans de Ludendorff, leurs revues, leurs livres. Bon, là, on va tomber dans les grands personnages historiques qu'on peut évoquer. Bien sûr, bon, là, vous avez tout le cercle de Stéphane Georg, le cercle Georg, l'Allemagne secrète, von Stauffenberg, Fritz von Unruh, Gundolf, Gottfried Benn, Blunk, Seeburg. Il y a tout un mur Thomas Mann aussi qui est là-bas. Peut-être une chose, peut-être sur le... Ça, c'est la littérature des années 20 et 30. Le mouvement de jeunesse, les gros livres. Les livres de Blüher, les livres sur le Van der Vogel, le national-bolchevisme allemand, avec Niki, national-révolutionnaire. Là, c'est des livres sur les Vikings, les Eddas, la poésie islandaise, les Indiens de l'Inde, les Hittites et toutes sortes de choses, l'Iran ancien. C'est comme ça qu'on a une bibliothèque de Babel qui, je dirais, est à la fois un motif de contentement, ça fait plaisir quand même, quelquefois je me dis, bon, j'en ai vraiment réuni, hein, et en même temps devient parfois un motif de détestation, parce que c'est une machine lourde
à gérer. Une bibliothèque, c'est pas seulement aligner les livres comme ça, il faut savoir exactement où ça va, il faut les classer, il faut aménager ce qui rentre, ce qui sort éventuellement. Et puis on se heurte au problème classique, c'est-à-dire que plus ça va, moins il y a de place. Et on arrive un jour au moment où il n'y a plus de place. Alors on commence à mettre les livres comme ça, à l'horizontale, on fait quelques piles voisines, c'est une sorte de métastase proliférante qui parfois donne lieu à des espoirs, parce que si grande que soit la bibliothèque, la maison, sauf si on va vers des bâtiments publics, il n'y a jamais assez de place. Il n'y a jamais assez de place. L'histoire politique française à partir de la Révolution et surtout de 1870, donc différents écrits sur la Commune, sur l'Internationale, les livres de Benoît Malon, Proudhon, etc. Là, c'est la droite française la fin du XIXe siècle. Voilà, le livre de Pierre Biétry sur le socialisme et les jaunes, par exemple, qui n'est pas très courant. Des roulettes, de boulanger, le boulangisme. Ici, oh là. Oh. Là, c'est les non-conformistes des années 30. La collection de l'Ordre Nouveau, l'original et la réédition. Robert Aron, Emmanuel Mounier, Denis de Rougemont, Daniel Rops, Maritain, Jean de Fabrègue. Là, vous avez la christianisation des pays germaniques, la religion germanique. Là, on arrive à l'Action française. Alors, les anciens, les anciens almanachs de l'Action française, celui-là est de 1934, vous voyez, c'était... Royalisme, les livres sur l'Action française en général. Ça, c'est toute une série de petites brochures assez rares, qui sont des brochures publiées au début du XXe siècle par l'Action française. Des auteurs comme Maurice Pugeot, Louis Dimier, Henri Vaugeois. Là, on arrive dans un rayon Maurras. Alors là, il y a beaucoup de choses. Et là, il y a des choses, vous voyez, qui sont quand même assez rares. Des émissions de ce type, des éditions de ce type, je veux dire. Oui. Des très beaux livres reliés. Des livres sous coffret. Beaucoup de choses sont signées, évidemment, il y a pas mal d'autographes. Tout ça, c'est Maurras. Il y a Benoît Méchin qui est là. Puis il y a les livres sur la résistance, l'occupation, l'épuration ici. Ça, c'est la pièce principale, vous voyez, ces deux couloirs. C'est ça qui avait retenu l'attention d'Armin Moller quand il avait fait son petit dessin de la bibliothèque. Maintenant, si on veut inventorier, il faut vraiment descendre dans le détail. Tout ce mur qui est là, ce sont des livres sur les Indo-Européens. Donc vous voyez, il y a abondance de matière, tous les livres de Dumézil, les revues d'études indo-européennes, et puis ça descend jusqu'en bas. Ensuite, si on va par là, vous avez tout un mur qui est consacré à Julius Evola, celui-là, et le suivant qui est entièrement consacré à Spengler. Tout ce mur, c'est Heidegger, tout ce mur, c'est Nietzsche, le mur du fond, c'est Junger. Un mot sur Junger que tu as connu. Oui, je l'ai connu, je l'ai rencontré, et on est resté, après cette rencontre,
en correspondance très irrégulière d'ailleurs. Voilà la première édition, qui n'est pas très courante aujourd'hui, du Travailleur, der Arbeiter. Alors après, il y a les différentes traductions, vous voyez, là vous l'avez traduit en russe, en hollandais, en portugais, en espagnol, en italien. Voilà, c'est ma méthode. Et puis au centre, alors là, ce sont les sociologues. Max Weber, Tönnies, Werner Zombart, Gustave Le Bon. Il est surtout connu comme le livre La psychologie des foules, évidemment, qui est resté célèbre. Mais il a écrit, c'était un polygraphe, Le Bon. Il a écrit absolument sur tout. Psychologie des temps nouveaux, psychologie de la guerre, psychologie du socialisme. Et là, j'ai presque toutes les éditions originales des livres de Le Bon, dont certains sont dédicacés à ma grand-mère paternelle, qui a donc travaillé pendant quelques années avec Gustave Le Bon. Alors là, c'est le domaine celtique. Les Celtes, culture celtique, littérature celtique, les Gaulois, etc. Là, c'est les Romains, tout ce qui concerne l'histoire de Rome, les Étrusques, les différents empereurs, la vie dans la Rome antique. Et à droite, tout le mur, c'est la Grèce. Grèce ancienne, depuis la protohistoire jusqu'à nos jours. Ici, on a un bout Barès, très grosse section de Maurice Barès. En dessous, les contre-révolutionnaires, Bonald, Joseph de Maistre, Blond de Saint-Bonnet, etc. Tout ce qui est là, c'est Brasillac, pratiquement jusqu'au bout, là aussi. Tu aimes particulièrement Barès, toi? Non, pas particulièrement. Alors peut-être un petit mot sur un auteur que tu affectionnes particulièrement dans cette... C'est Drieux, j'affectionne beaucoup Drieux. Je préfère de beaucoup Drieux à Brasillac, mais c'est pas une question de tempérament. Je me sens très proche de la sensibilité de Drieux, plus que des auteurs plus directement politiques. Là, on tombe sur... encore Drieux-La Rochelle, Henri Béraud, Charles Péguy avec les cahiers, la collection complète des cahiers Charles Péguy, Henri Béraud, Alphonse de Chateaubriand, Drieux-La Rochelle. Ici c'est Rebatté, avec le premier volume, je crois, de ce merveilleux roman qui est Les Deux Étendards, et que Rebatté m'avait dédicacé. Ah, juste un instant. À l'époque où j'utilisais le nom de Fabrice Laroche. Et j'avais 19 ans. Le Benjamin, à ce jour, des amoureux d'Anne-Marie, Anne-Marie étant l'un des personnages centraux du livre Les Deux Étendards. Là, c'est le freudisme psychanalyse jusqu'en bas, et ici, c'est l'œuvre de, là se poursuit encore, Freud, et ici, c'est tout Jung. Alors oui, je t'interromps sur le... Oui. C'est un peu inattendu, les gens qui ne te connaissent pas ne soupçonnent pas que tu t'intéresses à Jung et Freud. Si, beaucoup, j'ai écrit sur eux d'ailleurs. J'ai écrit sur eux, ceux qui ne m'ont pas lu. Ici, c'est une bibliothèque régionaliste, toute la pièce. Là-haut, par exemple, c'est la Normandie, après c'est les Bretons, les Flamands, les Bourguignons, les Alsaciens là-bas, et au bout, la deuxième
partie à gauche, c'est des bibliothèques économiques. C'est la salle des revues, donc consacrée à toutes les revues importantes, certaines assez rares, que j'ai pu réunir depuis 60 ans. Donc il y a tout ça de revues. Tout ça aussi s'est mis à jour régulièrement. Et ici, vous avez une petite bibliothèque secondaire sur la littérature fantastique. La science-fiction et le fantastique, c'est un domaine qui t'intéresse beaucoup? Qui m'a surtout beaucoup intéressé, un peu moins maintenant, mais quand j'étais plus jeune, disons que ça m'a assez passionné, oui. Il y a 2 rayons très longs, entièrement consacrés à Monterland, que j'ai découvert très tôt, avec ses romans, ses pièces de théâtre, ensuite avec ses essais, et il y en a beaucoup, un certain nombre sont dédicacés d'ailleurs. Dessous, il y a 2 rayons entièrement consacrés à Gobineau, littérature florissante. C'est la salle des journaux, collection de journaux divers. Il y a aussi ici la collection de Nouvelle École, la collection d'éléments et toutes les choses un peu proches. Aussi pas mal de revues régionalistes comme Vikland, le Courrier des Pays-Bas. Là, c'est un rayon espagnol, italien, puis alors par ici, là c'est essentiellement des revues allemandes. La revue Kritikon, la revue Wir Selbst, la revue Cato, la revue Secession. Il y a d'abord une mezzanine, donc c'est tout le mur qui est là et tout le mur qui est là. Et c'est entièrement consacré aux traditions populaires. En bas, vous avez 2 choses principalement. La bibliothèque religieuse, que vous apercevez là en contrebas, qui est une section assez importante, et la bibliothèque philosophique qui est dessous. Toute cette colonne, jusqu'en haut, sont des livres sur Jésus. Ça, c'est l'école de Francfort, Wittgenstein. Toute cette colonne-là, du haut en bas, c'est des livres de Louis Rouget. Louis Rouget, philosophe, plutôt positiviste comme philosophe, correspondant en France du cercle de Vienne, le Wiener Kreis. Et on l'a bien connu, je l'ai bien connu, donc j'ai beaucoup de documents qu'il m'a donnés, qui sont empilés là, des éditions spéciales reliées de certains de ses ouvrages. Je veux dire que j'ai même classé des livres très très en hauteur, et à l'heure actuelle, je ne me risquerai plus sur les échelles branlantes qui m'ont servi il y a 15 ans pour monter jusque là-haut. Je me perçois moi-même comme un transmetteur, comme un passeur, comme quelqu'un qui a sauvegardé des choses qui deviennent de plus en plus rares, dont beaucoup sont d'ores et déjà introuvables et qui existent. Qu'on soit en communion d'idées ou pas avec les auteurs, ça n'a aucune espèce d'importance. Je ne me suis d'ailleurs moi-même jamais déterminé comme cela.